La méthanisation agricole au programme de notre débat. Et je vous présente mes invités. Olivier Daugé, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes agriculteur et président de France Gaz Renouvelable. Grégoire Aumont, bonjour. Bonjour. Agriculteur également, gérant de l'unité de méthanisation Chemin du Roi. France Gaz Renouvelable, en quelques mots, c'est une association, je crois, qui regroupe évidemment des agriculteurs, mais pas que, c'est ça? Pas que. En fait, c'est une association de filières qui est composée de l'ensemble de la filière du gaz renouvelable, c'est-à-dire de l'agriculture qui dispose de 85% du gisement, des intrants qui peuvent aller dans un méthaniseur, jusqu'aux distributeurs, jusqu'au réseau, donc GRDF, et entre les deux, la FNCCA, c'est à tous les réseaux des collectivités, mais aussi tout l'aval, tout le besoin technique qu'il y a autour d'un méthaniseur. L'objectif, c'est véritablement d'avoir une approche globale de la méthanisation, une nouvelle filière pour lui permettre de se développer et de trouver son rythme de croissance. À quel point elle est nouvelle, tiens, cette filière, ça date de la montée en puissance, vous voyez ce que je veux dire? Les premiers méthaniseurs, c'était des méthaniseurs pour produire de l'électricité, ce qu'on appelle la cogénération avec le gaz, qui ont 25 ans, je dirais, les premiers. La méthanisation pour l'injection dans les tuyaux, dans de vrais gaz renouvelables, ça date d'une douzaine d'années, douzaine d'années pour les premiers injecteurs. C'est encore en maturation, c'est encore en maturation, c'est de la nouvelle technique, quoi. C'est assez mature au niveau technique, mais ça rentre dans le monde énergétique progressivement. Grégoire Aumont, pourquoi vous avez décidé de créer justement une unité de méthanisation? Moi, j'ai repris l'exploitation agricole familiale il y a une quinzaine d'années, et c'est vrai que dans notre secteur, l'agriculture est plutôt en décroissance. Enfin, voilà, et pour gérer une entreprise, c'est compliqué. Il faut quand même trouver d'autres solutions. Et donc, on a eu la possibilité de faire un méthaniseur, donc avec mon oncle et puis un voisin agriculteur qui est proche de chez moi. Ouais. Alors, c'est quoi une unité de méthanisation? Ça représente quelle emprise au sol? Où est-ce que vous l'avez placée? Expliquez-nous un peu les choix que vous avez faits. L'unité, elle est au milieu de nos 3 exploitations. Ça représente une emprise au sol d'à peu près 3 hectares. Et donc, on a fait des grosses cuves de digestion dans lesquelles on met de la matière tous les jours. Donc, la matière, c'est des déchets organiques qui peuvent provenir de plusieurs endroits, mais en partie de nos fermes. C'est des déchets qu'on n'utilisait pas avant sur nos fermes. On met aussi du lisier et du fumier qu'on récupère chez des éleveurs qui sont à côté de chez nous. Et voilà. C'est des emplois créés? On a 4 salariés sur le site à plein temps, et on est 3 associés où on s'en occupe quand même pas mal. Ouais, j'imagine que c'est du boulot, mais ça représente un complément de revenu important pour oui, ça représente un agriculteur. un complément de revenu assez important. Et la grosse force, c'est qu'on a un tarif d'achat qui est fixé pour 15 ans. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile à financer au niveau des banques. Et puis, c'est aussi relativement sûr comme oui, ça vous donne une visibilité qui est quand même très importante dans un métier comme le vôtre. Est-ce que, je vais vous poser une question qui est peut-être totalement idiote, mais est-ce que vous devenez plus méthaniseur qu'agriculteur? Vous voyez ce que je veux dire? Quelle part ça prend dans votre activité? Ça dépend des périodes, parce que nous, en tant que céréaliers, on a des grosses périodes de travail, et on a des périodes où on a beaucoup moins de travail. Et du coup, on est plus agriculteur, certaines parties, en été, et plus pour les semis, et par contre, en hiver, on est plus méthaniseur. La méthanisation, ça progresse à quelle vitesse? Méthanisation agricole, celle dont on parle, ça progresse à quelle vitesse? Rapidement, c'est la seule énergie renouvelable qui a dépassé ses objectifs dans les objectifs du gouvernement. On arrive aujourd'hui à 10-12 TWh. Ce qu'on dit, c'est qu'il est l'équivalent de deux pas centrales nucléaires, mais de 2 tranches nucléaires, donc c'est pas ridicule. Et l'objectif, c'est d'arriver à 20% de la consommation du gaz d'ici 2030-2035. On consommera moins de gaz demain, parce qu'on va consommer plus d'électricité, mais on aura toujours besoin du gaz pour un certain nombre d'usages. Et on pourrait, si on a la conviction et l'envie politique d'y arriver, d'être autonome en production de gaz en France à l'horizon 2050, c'est-à-dire en termes de souveraineté énergétique, mais aussi, et c'est vraiment une énergie issue de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on utilise, c'est ce qui a été dit, des choses qui n'étaient pas utilisées, soit des effluents, soit des résidus de culture, soit des couverts de culture, on les transforme. On a du gaz, mais on a aussi un élément très important pour l'exploitation agricole, ce qu'on appelle le digestat, qui est un engrais organique. Comme on va devoir sortir des engrais minéraux, ça permet aussi... Moi, je dis souvent que c'est en fait une usine à engrais qui produit du gaz. Parce que les deux sont importants pour l'avenir. On aura besoin d'engrais organiques, on aura besoin de gaz, et on peut le faire en économie circulaire. Avec un double enjeu de souveraineté. C'est-à-dire avec qu'on est moins dépendant d'énergie fossile. Mais sur les engrais organiques, c'est vrai aussi. Souveraineté alimentaire, et même pour l'environnement, parce qu'on sait que les engrais organiques sont moins impactants.
au niveau environnemental. Ouais. C'est un secteur qui est subventionné, c'est-à-dire quand vous dites la volonté politique de créer les conditions de la croissance de la filière, c'est subventionné, oui, pas suffisamment. De toute façon, tous les secteurs des énergies renouvelables sont subventionnés, même le nucléaire qui n'est pas une énergie renouvelable. C'est évident. La difficulté dans cette décision de sortir du fossile, c'est que les énergies fossiles aujourd'hui sont moins chères que les énergies renouvelables. Maintenant, il faut en sortir pour les raisons que l'on connaît. Donc il y a tout un travail à faire d'accompagnement, de créer les filières, de massifier pour essayer de faire baisser les tarifs, et aussi de sobriété. On parle souvent de sobriété, c'est aussi parce que, pour pas que la facture soit plus importante à terme pour les utilisateurs, d'être plus efficient dans l'utilisation, plus sobre et ainsi de suite, parce que de toute façon, du gaz vert, ça coûte aujourd'hui 4-5 fois plus cher que le gaz naturel sur les marchés. Donc il faut être clair qu'il faut, il faut arriver à le baisser sans doute un peu, mais il faut aussi arriver à moins en utiliser, même si on en a besoin. On a vu au départ de ces projets de méthanisation, peut-être parce que des agriculteurs étaient insuffisamment préparés ou mal conseillés d'ailleurs, des riverains qui étaient en colère. Moi j'en vois moins maintenant, peut-être que ça passe sous les radars médiatiques. Est-ce qu'il y a eu cette question d'acceptabilité qui s'est posée pour votre projet ? Bien sûr, il y a la question de l'acceptabilité qui est très importante et qui est presque, je dirais, de plus en plus compliquée puisque voilà, les associations en face se sont aussi regroupées. Et effectivement, il faut maîtriser tous les problèmes que ça peut créer, aussi bien de circulation que d'odeur. On sait qu'au-delà de 200-300 mètres, l'odeur, c'est plus vraiment un problème. Donc il faut bien choisir sa localisation. Exactement, il faut faire des projets qui sont bien construits avec pas mal de réflexion, et on arrive à minimiser vraiment tous les problèmes qui existent, mais il y a toujours des solutions pour les minimiser. Ouais. Il y a un problème de transport aussi, c'est-à-dire qu'il y a forcément pas mal de circulation de camions. Effectivement, il y a des camions et il y a des tracteurs qui circulent. Et ça, voilà, les voiries, il faut adapter les voiries, il faut adapter les circuits, il faut penser son méthaniseur au bon endroit. Et puis pour minimiser vraiment ces problèmes-là. Et ça retombe sur la question de filière dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une chose de dire on va devenir autonome en gaz renouvelable, mais il faut aussi que les infrastructures suivent. Alors, il faut que les infrastructures suivent. Elles le sont. On a un réseau de casiers, de tuyaux, qui est très important en France. On a un réseau de stockage, un tiers de la consommation. Ça part directement dans le réseau gazier. Hein. Ils sont branchés dans le réseau, soit GRDF, soit GRT Gaz, mais directement branchés. Et le réseau actuel permet l'intégration du gaz vert. C'est le même, donc il n'y a pas de souci. Et on a cette chance d'avoir ce réseau, de pouvoir l'utiliser sur l'ensemble de la France, mais il faut installer les méthaniseurs proches de ces réseaux. Personnellement, je n'ai pas de méthaniseur parce que je suis loin des réseaux. C'est pas de chance, mais voilà, c'est la vie. Donc voilà, c'est important ce lien avec le réseau et c'est important le lien avec le territoire. Il faut bien comprendre que ces énergies renouvelables, elles vont être produites dans le territoire. On n'avait pas l'habitude de voir l'énergie produite sur le territoire, elle nous arrivait. Et c'est important cette corrélation entre le gisement, ce qu'on peut méthaniser, les méthaniseurs et ce que l'on peut injecter dans les territoires. Sur la question de l'acceptabilité, est-ce qu'on a au départ, peut-être, vous me direz c'est moins aujourd'hui, mais sous-estimé justement les impacts, je mets des guillemets, négatifs d'un méthaniseur ? Je pense pas. On a un peu trop focalisé, je pense, sur la production de l'énergie en tant que telle, du gaz. Et sans voir tout ce qu'on appelle, nous, les externalités positives. Aussi bien pour l'exploitation, de valoriser, d'avoir de l'engrais, de l'emploi sur les territoires, de la maîtrise de son énergie, de la gestion de l'eau, parce qu'un effluent, par exemple, animal qui passe par un méthaniseur est plus facilement épandable, je dirais. Il est plus maîtrisable en termes donc moins de risques pour l'eau, moins de risques pour l'air. On récupère évidemment le CH4. Aujourd'hui, on peut même récupérer le CO2 avec des projets justement de CO2 biogénique. Ça veut dire que voilà, c'est un ensemble, c'est quelque chose d'assez transversal. Si on s'arrête juste, on va produire du gaz, on va faire des usines un petit peu partout dans les villages et compagnie. Les gens peuvent se dire, mais du gaz, en plus du gaz, ça a une image dangereuse, évidemment. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut voir tout l'intérêt de l'économie circulaire dans un projet de méthanisation. Les digestats, vous les utilisez directement sur vos exploitations ou alors vous en produisez suffisamment pour même le proposer à d'autres? Non, les digestats, nous, on les utilise uniquement sur notre exploitation et ça nous permet de vraiment baisser notre coût d'achat de fertilisants sur notre exploitation agricole. Vous avez aussi rajouté, je crois, des panneaux photovoltaïques sur le méthaniseur. Ça veut dire quoi? Vous êtes quasi autonome Non, on n'est pas autonome, sachant qu'en fait, un méthaniseur, ça marche 24 heures sur 24 et la nuit, effectivement, on ne produit pas énormément. Ça, on produit à peu près 20% de l'électricité qu'on consomme avec les panneaux qu'on a installés sur une zone qui n'était pas utilisée
sur notre unité de méthanisation. Ouais. Le retour sur investissement, vous disiez, on a de la visibilité, on a des prix garantis sur 15 ans. Vous l'avez évalué comment ? On est entre 7 et 8 ans sur le retour sur investissement. Je sens que c'est un investissement conséquent. C'est aussi pour ça qu'on s'associe à plusieurs agriculteurs. Et on a ce prix qui nous est garanti. On a un prix fixe. Donc, l'avantage aussi, c'est que pour les acheteurs, ils ont un prix fixe. Dans 15 ans, on sait à quel prix on vendra notre gaz. On n'a pas, comme les fluctuations qu'on a pu connaître il y a 2 ans, avec une flambée des prix. Non, nous, notre prix du gaz reste fixe. Il nous reste 1 minute 30. Je voudrais quand même vous poser une question liée à l'actualité, ce maelstrom politique, report du budget. Vous êtes l'un et l'autre agriculteurs. Ça vous inquiète ? Vous êtes en train de faire vos comptes en vous disant ce qu'on nous a promis n'arrive pas ? C'est évident que c'est inquiétant. Et juste, d'avoir des tarifs sur 15 ans, 20 ans, l'agriculture, elle ne connaît pas. Ouais. C'est justement pour ça aussi que des agriculteurs sont dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a un problème de prix, il y a un problème de revenus, il y a un problème de décorrélation complète entre le prix de revient et les marchés qui sont des marchés libres, où on est soumis à la concurrence européenne et internationale avec des normes qui ne sont pas les mêmes, donc en distorsion de concurrence. Donc oui, ça nous inquiète fortement parce que ça fait 1 an que le problème existe. Il y a eu des choses sur la table, les différents ministres, gouvernements ont essayé de travailler, mais ils n'ont pas eu le temps. Ça va tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire valider, soit par le Parlement, soit dans les textes. Donc oui, c'est une grosse inquiétude parce qu'on revient au point zéro. Et la distorsion reste toujours là, un certain nombre de filières. L'énergie qui arrive dans les exploitations agricoles, qui a toujours été, l'agriculture a toujours produit l'énergie, peut être une des briques qui permet, là c'est l'exemple, de solidifier, de donner une durabilité à l'exploitation, mais le prix du produit alimentaire est essentiel et la compétitivité est essentielle. Donc il y a urgence, il y a véritablement urgence. Il y a urgence. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.